Bienvenue à toutes et à tous. Des accusations sur les détournements de fonds à charge de certains responsables publics font polémique. Les enquêtes initiées par l'IGF sur la gestion des finances publiques font pâlir au point que certains doutent même du sérieux, de la sincérité de ces enquêtes. Ce plateau reçoit pour vous l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, Victor Batoubenga Mpandamadi. Merci d'être là. Alors, pour commencer, nous avons appris il y a quelques heures encore que vous seriez l'objet des poursuites. Êtes-vous inquiété? D'abord, Françoise, merci pour avoir donné l'occasion à l'inspection générale des finances de rencontrer Françoise Bouela. En tout cas, chapeau bas pour cette opportunité. C'est un honneur. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 jours, on a fait passer un audio de l'ancien inspecteur général des finances, chef de service. Ah, donc ce n'est pas vous? C'est pas moi, c'est une affaire d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, rappelez-vous qu'il y a eu le problème de la commission, de la décote de 15 millions de dollars qui avait été détourné, qui a créé beaucoup de problèmes. À cette occasion-là, l'inspection générale des finances, du fait qu'elle avait découvert le poteau rose, il avait heurté certaines sensibilités. Il y a eu des actions qui ont été menées contre l'inspection de l'inspecteur général chef de service. C'est du passé, je crois que... Donc l'affaire est classée? L'affaire, en tout cas, la justice avait été saisie. Oui. À partir du moment où l'inspection générale des finances transmet un dossier à la justice, elle en est dessaisie. Donc ce n'était pas moi, rassurez-vous. Ah, très bien, je on est rassuré. Je ne suis pas inquiété. Le conseiller spécial du chef de l'État ne s'immisce pas dans les actions de l'inspection générale des finances pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Très bien, monsieur Batoubenga. Alors, l'IGF décide de sortir de son profond sommeil pour foutre son nez dans plusieurs affaires. Comment vous expliquez ce réveil soudain de l'IGF qui existe depuis les années 80? Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cet état des choses. Il y a d'abord, premièrement, l'appui de l'autorité de l'État, du chef de l'État. Parce que si vous menez des actions et que vous n'avez pas l'appui de l'autorité suprême de l'État, sachez en tout cas que votre action n'ira pas loin. Et le chef de l'État... Cela voudrait dire, sans vous couper, qu'avant, vous n'aviez pas cet appui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet appui, vous pouvez faire des rapports. Les rapports restent dans les tiroirs. Ce n'est pas que l'inspection générale des finances ne travaille pas. Il y a eu beaucoup de rapports que l'inspection générale des finances a élaborés. Mais en tout cas, si vous n'avez pas l'appui de l'autorité, vous faites le rapport, il reste dans les tiroirs. Mais lorsque vous avez un chef de l'État qui vous dit « faites le travail conformément aux lois et règlements de la République et allez jusqu'au bout », à partir de ce moment-là, soyez-en assurés, l'inspection générale donne des résultats. Donc c'est un élément important. C'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est en fait les moyens. Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a réalisant en fait qu'il n'y a pas de contrôle efficace sans moyens, a par une ordonnance signée en septembre de l'année passée, autorisé que l'inspection générale des finances puisse bénéficier d'une rétrocession au même titre que les régies financières. Alors, bénéficiant d'une rétrocession, en ce qui concerne d'une rétrocession, il n'y a pas un seul coin de la République où l'inspection générale ne peut pas se rendre. À l'époque, on pouvait se dire, nous ne pouvons pas effectuer cette mission-là parce que nous n'avons pas de moyens. Aujourd'hui, ce prétexte-là nous a été enlevé. Si on vous dit, allez à Bukangalonzo, vous y allez. Allez à Aru, vous y allez. Allez à Bunia, vous y allez, parce que les moyens ont été disponibilisés. Les moyens sont disponibles, vous avez l'appui du président de la République, vous êtes un service qui dépend directement de la présidence. Du président de la République. Du président de la République, donc vous ne savez pas contrôler le président, la gestion de la présidence. Bon, d'abord, l'inspection générale des finances a une compétence de contrôle des biens et des finances publiques. Elle contrôle les opérations financières de l'État.
je dois vous dire que le chef de l'État ne pose aucune opération financière. Quand vous prenez les opérations financières en recettes comme en dépenses, le chef de l'État ne pose aucune opération, ne pose aucun acte en rapport avec les recettes et les dépenses de l'État. Mais au niveau de la présidence de la République, voilà, il y a un gestionnaire de crédit. Il y a une personne qui pose des actes en rapport avec les opérations des dépenses de l'État. Le gestionnaire des crédits à la présidence de la République, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Donc aujourd'hui, vous pouvez diriger vos enquêtes vers la présidence de la République pour auditer la gestion du directeur de cabinet. J'arrive à votre question. Allez-y. Beaucoup de gens, cette année, moi ça fait 33 ans que je suis à l'inspection générale des finances. Hein. En tout cas, il y a une mission qui a été effectuée que moi, pendant mes 33 ans, je n'ai pas vue. Au moment où nous parlons, il y a une mission de contrôle de l'inspection générale des finances à la présidence de la République. Depuis quand? Depuis mars. Cette mission elle doit d'abord contrôler le patrimoine de la présidence de la République. Elle doit contrôler les effectifs de la présidence de la République. Elle va contrôler tous les contrats qui ont été signés à la présidence de la République. Ça, je n'ai jamais vu. Ceux qui disent que l'inspection générale des finances ne peut pas contrôler la présidence de la République, ils sont vraiment à côté. On peut s'attendre à ce que ces résultats soient dirigés vers la justice? Si, il y a des fautes qui ont été commises, l'inspection générale des finances les mettra à jour. Ah, très bien. Alors, une certaine opinion pense que vous allez au-delà de vos prérogatives, parce que vous n'êtes pas le seul service de contrôle. Nous avons la Cour de compte, nous avons le CNRF. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, l'IGF veut tout prendre? Je crois que en matière administrative, on dit que les compétences sont d'attribution. La CNRF a ses attributions, la Cour des comptes a ses attributions, l'inspection générale des finances a également ses attributions. Il n'y a pas conflit de compétences entre la CNRF, la Cour des comptes et nous. Le texte portant création de la Cour des comptes dit ceci: lorsque la Cour des comptes s'intervient, elle tient en état toutes les autres missions, sauf celles de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée délibérante. Donc, si nous sommes en train d'intervenir et que la Cour des comptes débarque, nous allons nous effacer au profit de la Cour des comptes. C'est déjà arrivé? De même, un cas, il y a un cas? Pas encore. De même, lorsque l'inspection générale, qui dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et biens publics, lorsqu'elle débarque, elle tient en état tous les autres contrôles, sauf celui de la Cour des comptes et le contrôle politique. Ah, d'accord. Alors, pourquoi il n'y a pas de discrétion dans le travail du contrôleur que vous êtes? Il y a plus de publicité, ce n'est pas moi, c'est l'opinion. Oui. Enfin, vous êtes en train de poser là le problème de pourquoi est-ce que l'inspection générale des finances publie les résultats de ses audits. C'est en fait ça. Puisque vous n'êtes pas la justice justice doit prendre le relais, mais déjà à votre niveau, il y a plus de publicité. Ce serait une sorte de pression, des chantages aux personnes incriminées. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que l'inspection générale des finances, en publiant les résultats de ses contrôles, ne heurte pas certaines dispositions légales? Exactement, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. Avant 2005, les nations combattaient la corruption de manière dispersée. Mais en 2005, il y a eu ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre la corruption. En 2005, la Convention des Nations Unies contre la corruption, et cette convention, la RDC l'a ratifiée en juillet 2006. Qu'est-ce que cette convention impose comme obligation aux différents États? En son article 6, cette convention impose aux différents États de mettre en place des structures de lutte contre la corruption. La RDC l'a fait. Vous avez l'agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, vous avez la CNRF, vous avez l'IGF, ainsi de suite. Et l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle dit ceci: les États doivent prendre des dispositions pour que l'administration publique soit transparente, aussi bien en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses décisions. Et elle dit, parmi les actions qui doivent être entreprises pour que la transparence soit de mise
en ce qui concerne l'administration publique, il y a la publication des informations concernant la corruption. Mais ce n'est pas dans les attributions de l'IGF. Vous faites recours à d'autres textes. Nous sommes en train de ce que les Nations Unies demandent aux différentes nations de faire. Donc il faut publier les résultats, les informations en ce qui concerne la corruption. Et lorsque vous allez dans l'article 13 de cette convention, elle dit ceci. Il faut que les États prennent des dispositions pour que les personnes et les groupes qui ne font pas partie de l'administration publique puissent contribuer à la lutte contre la corruption et à sa prévention. Et elle dit, parmi les actions qui doivent être entreprises pour que finalement la société civile, les ONG et toutes les autres communautés puissent contribuer à la lutte contre la corruption, il faut d'abord, premièrement, garantir l'accès effectif aux informations qui concernent la corruption. Deuxièmement, respecter, promouvoir, protéger la liberté de recevoir, de rechercher, de publier, de diffuser les informations en ce qui concerne la corruption, à deux conditions. Le respect de la réputation d'autrui et l'inspection générale des finances, lorsqu'elle publie les résultats, elle ne cite aucun nom. Ça, c'est la première condition. Mais vous insinuez. Nous n'insinuons pas. On sait faire le lien. Quand vous citez, vous donnez une indication, par exemple, sur la responsabilité de la personne, le secteur. Nous disons, il y a eu tel fait à tel endroit. Nous ne donnons pas le nom de la personne parce que justement, il faut respecter la réputation d'autrui. La deuxième condition, c'est qu'il faut que cela se fasse dans le respect de l'ordre public, de la sécurité publique et de la moralité. Et enfin, elle impose qu'il faut que les organes chargés de la lutte contre la corruption soient connus et accessibles au public, afin que le public puisse avoir la possibilité de porter à leur connaissance tous les éléments en ce qui concerne la corruption. Et lorsque l'inspection générale des finances publie ces éléments-là, en fait, elle sera accessible au public pour que le public se dise « voilà au moins une structure auprès de laquelle nous pouvons dénoncer les faits de corruption. Vous prêchez pour votre propre chapelle. Vous parlez de la réputation des individus. Quand il y a des propos du genre qualifier les sénateurs, les députés, des voleurs, des détourneurs, vous ne pensez pas les livrer à la vindicte? Est-ce que le problème de la corruption, les soupçons de corruption sur le Sénat datent de l'IGF? Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu des élections sénatoriales, il y a un dossier qui avait été ouvert à la justice. De quoi il était question? Donc vous n'êtes pas responsable, vous êtes dans la continuité. Lorsqu'il faut parler, il y a des problèmes. Nous avons établi des responsabilités en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Et lorsqu'une personne a commis des fautes dans la gestion des finances publiques, il faut qu'elle rende compte. Mais ce n'est pas à vous, c'est à la justice. Non, justement. Lorsque nous avons terminé notre travail, vous savez, le contrôleur, il tire les conclusions, il se fait une intime conviction. Les inspecteurs des finances sont des officiers de police judiciaire. À travers l'exploitation de toutes les données auxquelles ils ont eu accès, ils tirent des conclusions, ils en font leur intime conviction qu'ils transmettent à l'officier du ministère public, le magistrat. Le magistrat, lui, c'est à lui maintenant d'établir. Est-ce que c'est nous qui sommes dans le bon ou ce sont les autres qui ne sont pas dans le bon? Il peut dire, OK, Inspection générale des finances, en tant qu'OPJ, moi je pense que vous êtes allé dans tel sens, vous devez plutôt aller dans tel autre. Mais nous, lorsque nous produisons nos rapports, c'est notre intime conviction que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont des conclusions béton. D'autres personnes pensent que vous êtes sélectif dans la matière, le fait d'initier les enquêtes, vous fermez les yeux quand il s'agit des gens de telle obédience politique, vous ouvrez les yeux quand il s'agit d'autres. Est-ce que vous reprochez de quelque chose? Oh, ce n'est un secret pour personne. Le premier dossier qui avait été porté à la place publique par l'Inspection générale des finances, c'est quel dossier? C'est la gestion des fonds Covid. Et qui était ministre de la Santé à l'époque? C'était un ministre de l'UDPS. A-t-il été inquiété? Le dossier s'est arrêté en cours de route? Notre travail en tant qu'officier de police judiciaire, c'est transmettre à la justice. L'OMP, bon, il a ses priorités, il a son rythme de travail, mais ce qui est sûr,
Nous avons établi des responsabilités. En ce qui concerne la gestion des fonds Covid, le dossier avait été transmis au parquet. Donc, s'il faut faire un petit commentaire, vous avez quand même un arrière-goût pour ce dossier, parce que vous avez réalisé qu'il y aurait des soupçons de détournement, et puis la justice a fermé les yeux, même si ce n'est pas vous, mais la côté de la justice. La Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe 14:34, la justice élève une nation. Donc vous avez des regrets. La justice élève une nation. Pour peu que je me souvienne, moi je suis chrétien, le 23 juin 2019, le chef de l'État a consacré la RDC à l'Éternel des armées. Il a consacré la République démocratique du Congo à l'Éternel des armées. Et la justice, à mon avis, elle constitue un des éléments à travers lesquels cette consécration à l'Éternel devra se réaliser. A-t-elle fait son travail pour le cas de fonds Covid? Jusque-là, le dossier bon, le MP ne l'a pas encore instruit. Nous espérons tout simplement qu'il sera fait. Parce que ce sont des éléments qui sont de nature à décourager. La preuve, c'est que vous êtes en train de nous dire, bon, ceux qui ont été condamnés, ils sont d'une certaine obédience. On a l'impression que nous, lorsque nous réalisons notre programme d'action, nous avons une sélection. Nous, que vous soyez de la majorité présidentielle, que vous soyez de la société civile ou que vous soyez de l'opposition, si vous avez posé des actes en ce qui concerne les opérations financières de l'État, nous vous contrôlons. Et s'il y a des responsabilités à établir à votre endroit, nous les établissons. Donc, la justice, par moment, ne vous aide pas à bien faire votre travail. Il faut avouer que c'est un élément de découragement. Lorsque vous faites votre travail, vous transmettez le dossier à la justice et que de l'autre côté, on commence à tirer sur vous en train de dire vous êtes sélectif dans votre travail, quelque part, c'est démotivant. Moi, j'espère seulement que la justice, à qui le dossier a été transmis, vont tout mettre en œuvre pour élever la nation. Parce qu'en fait, la justice, elle doit s'appliquer à tous. La justice s'applique à tous. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui, de son propre gré, a sollicité de l'IGF d'enquêter sur la gestion, aujourd'hui, apparemment, les choses ne se sont pas bien passées à son sujet parce qu'il se plaint que l'accès à certaines données, notamment le rapport de l'enquête qu'il a sollicité, ce rapport ne lui a jamais été remis. Je crois qu'il faut d'abord situer les choses dans leur contexte. Dans son discours du 30 juin 2020, le chef de l'État, lorsqu'il citait des projets dans lesquels les fonds ont été dilapidés, il avait fait allusion au projet Bukangalozo. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, je crois qu'il est allé inaugurer, je crois, des travaux de cantonnage dans le Bandundu, et au retour, il est passé par Bukangalozo. Et, à l'issue de son voyage, on a fait passer à la télévision les images de ce qu'est Bukangalozo. C'est ce qui vous a alerté. Ça a créé, il n'y a personne qui pouvait dire que c'est normal. Ça a créé un tollé, ce que les gens ont vu de Bukangalozo. Ça a créé un tollé, tout le monde s'est dit, il faut quand même enquêter pour savoir ce que c'est. Après que le Premier ministre soit passé, ok, il y a eu l'ancien Premier ministre qui a écrit à l'Inspection générale des finances pour auditer. Lorsque nous faisons notre travail, il y a des étapes. La première chose que nous demandons, nous collectons les données en rapport avec la mission qui est donnée. Nous collectons le plus d'informations, le plus de données possible. Lorsque les données sont mises à la disposition de l'Inspection générale des finances, on fait des tests, on les examine. En ce qui concerne Bukangalozo, qu'est-ce qui a été débloqué, qu'est-ce qu'on en a fait, en fait. Après cette analyse, on fait des observations, on relève les irrégularités. Et ces irrégularités, on les communique à chacun selon son engagement, selon sa responsabilité par le projet. C'est ce qui fut fait. Ce qui fait qu'à tous ceux qui ont été cités dans le rapport de Bukangalozo, l'Inspection générale des finances avait transmis les irrégularités qui ont été retenues à leur endroit. Et l'Inspection générale des finances a accordé un délai, dit « Ok, nous vous les adressons, répondez-nous par écrit. » Parce qu'en fait, ces irrégularités sont communiquées par écrit. On nous répond par écrit. Une fois que nous avons reçu les réponses, pour nous assurer que et la personne contrôlée
et l'inspection générale des finances, nous avons la même compréhension, aussi bien des irrégularités qui ont été relevées que des réponses qui ont été fournies, nous organisons un débat contradictoire, au cours duquel... Toutes les parties. Toutes les parties, au cours duquel nous disons, nous vous avions retenu, vous avez retenu ceci, qu'est-ce que vous en dites? Et puis, l'inspection générale des finances donne son avis. Après ce débat contradictoire, c'est le contrôleur qui tire les conclusions. Il ne faut pas s'attendre à ce que le contrôlé et le contrôleur puissent avoir le même point de vue. Après le débat contradictoire, sur base des réponses, le contrôleur que nous sommes se fait une intime conviction et établit les responsabilités. Et là, nous avons ce que nous appelons les observations définitives qui alors sont transmises à la justice. Pour le cas de Boukangalonzo que vous évoquez, on en est où aujourd'hui? Le dossier a été transmis à la justice. Je crois que vous avez suivi, le procureur général avait demandé au Sénat pour la levée de certaines immunités. À partir du moment où le dossier est transmis à la justice, l'inspection générale des finances en est dessaisie. Oui, mais pour citer, l'intéressé Matata Pogno dit que vous ne lui avez pas remis le rapport qu'il a demandé, il lui avait été remis la partie le concernant. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de la réputation d'autrui. Oui. Imaginez un peu que je vous dise, Françoise, ok, je retiens à votre charge ceci, en même temps je vous dis, je retiens à la charge de Christian ceci. Est-ce que c'est correct? Il faut respecter la réputation d'autrui. À chacun, nous avons remis les éléments le concernant. Si, au niveau de la justice, dans les confrontations ou moi je ne sais pas quoi, la justice décide de porter à la connaissance de chacun d'eux, bon, ça, ce sont les techniques des magistrats. Mais nous tenons quand même à la réputation de chacun. Il ne nous appartient pas, de peur de tomber dans la médisance, de communiquer aux autres les faits qui concernent des personnes autres que celles qui sont concernées. Le petit jeu, c'est les positions prises par l'IGF par moment, les déclarations que vous faites alors que la justice n'est pas encore saisie. Vous ne craignez pas orienter les décisions des justices. Mais les exemples sont légions, je ne vais pas les énumérer, mais vous savez l'influence que vous avez sur les dossiers que vous traitez qui concernent des personnes qui ont quand même assumé des responsabilités dans ce pays. Je répète ce que j'ai dit, l'IGF ne cite pas de nom. En ce qui concerne, vous savez, l'officier de police judiciaire se fait une intime conviction. Il dit, compte tenu de ceci, moi je pense qu'il y a eu ça. C'est son intime conviction. Est-ce que l'officier du ministère public va être influencé par les conclusions de l'OPJ? Il peut ne pas. Et l'opinion aussi juge. C'est ça. Il y a le jugement de l'opinion au-delà de la justice. L'opinion... Si vous regardez ici, il y a eu des millions de dollars qui ont été versés dans Boukangalonzo. Vous pensez que l'opinion ne va pas se demander qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, on a fait de l'argent Il faut que l'opinion sache ce qu'on en a fait. Là, c'est le travail de la justice. Là, nous avons estimé que les 285 millions ont été débloqués, seulement 80 millions ont été affectés au projet. Nous avons dit, les 200 autres, voici les personnes qui ont été impliquées. À la justice, maintenant, d'établir les responsabilités. Si je peux citer Saint-Augustin, Saint-Augustin a dit, celui qui partage mes doutes cherche avec moi. S'il me trouve dans le bon, qu'il me suive. S'il me trouve dans l'erreur, qu'il m'en sorte. Nous avons fait notre travail, nous avons établi les responsabilités. Si la justice qui partage le doute avec nous cherche et elle estime que nous sommes dans le bon, elle va établir les responsabilités. Si elle estime que nous ne sommes pas dans le bon, elle va dire que nous sommes à côté. Je reviens sur l'affaire qui a fait grand bruit aussi, c'est des cartes Visa connectées au Trésor sur les listes qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vous qui passez sur les réseaux sociaux? Bon, il faut demander à ceux qui publient les... Nous avons posé le problème. Nous avons constaté, lorsque nous avons fait le contrôle de gestion de la Banque centrale, nous avons constaté qu'il était imputé au Trésor public certaines dépenses sur des cartes Visa. Il fallait qu'on se demande, finalement, quelles sont les personnes qui détiennent ces cartes. Nous avons demandé aux banques commerciales de nous dire ce qu'il en est. Et il s'est avéré qu'il y a beaucoup de personnes qui détenaient des cartes de Visa. C'est vrai que les cartes de Visa étaient tirées sur le compte de la Banque centrale,
Mais une fois que après que la Banque centrale ait été débitée, les imputés au compte général du Trésor. Donc, qu'on passe par le compte de la Banque centrale pour aller au compte général, c'est tout simplement des mécanismes. C'est des dépenses à charge du Trésor public. Oui, mais il y a des personnes, des ayants droit, que vous avez mis dans le même sac. Si vous avez une carte Visa qui doit normalement être dépensée à l'étranger et on constate que vous avez sorti de l'argent dans un distributeur ici sur place, vous trouvez que c'est normal. Une carte de Visa, vous êtes censé l'utiliser lorsque vous êtes à l'étranger. Mais pourquoi vous l'utilisez ici sur place? Il y a des cas où des personnes ont effectué des dépenses ici sur place. Est-ce que c'est normal? Mais il y a des personnes sur ces listes qui ne se reconnaissent pas. Est-ce que vous les avez entendues ou vous avez échangé avec? Nous n'avons pas publié la liste des gens qui ont les cartes. Mais nous avons la liste des gens qui ont des cartes. Ah, mais les listes qui circulent donc, ne sortent pas de vous et vous ne les avez pas dénoncées? Pas de l'Inspection générale. L'Inspection générale des finances a constaté qu'il y a des cartes Visa. Elle a relevé le problème. Elle a demandé à ce qu'on désactive ces cartes-là. Les autres là, qui publient sur les réseaux sociaux, en tout cas, la justice... Ça ne vous engage pas? Ça ne nous engage pas. La justice va le demander de qui ils tiennent ces informations-là. Alors, il y a plusieurs enquêtes que vous avez initiées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée chiffrée sur ce que toutes ces enquêtes ont permis au Trésor public de récupérer? Vous savez... Sinon, c'est des annonces. Commençons d'abord l'année passée. Généralement, le mois d'avril, d'ailleurs, vous avez vu, le mois d'avril, la DGI a fait, je crois, plus de 1000 milliards. Généralement, au mois d'avril, qui coïncide avec l'échéance de paiement de l'impôt sur les bénéfices, les recettes sont toujours très élevées. 2020, le chef de l'État a constaté qu'il y a une contre-performance en avril 2020. Il a demandé à l'inspection, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'à fin avril 2020, il y a eu cette contre-performance. L'IGF s'est attelé à l'action. Qu'est-ce que l'IGF a relevé? Elle a constaté d'abord qu'il y avait des autorisations de compensation. C'est-à-dire qu'il y avait des crédits TVA qui devaient être compensés avec les recettes qui devaient venir. L'IGF a constaté qu'il y a eu des exagérations en ce qui concerne les exonérations. Donc, les recettes ont été plombées essentiellement par les autorisations de compensation et par les exonérations. Vous avez suivi. On a annulé, on a interdit les compensations, on a réglementé les exonérations. Quelle est la conséquence? Ça veut dire que tous ceux qui ne devaient pas payer, qui devaient recourir aux compensations, doivent maintenant payer. Tous ceux qui bénéficiaient des exonérations irrégulières doivent maintenant payer. Et donc, les manques à gagner, on peut récupérer ou vous fermez les yeux? Nous allons établir des responsabilités. Nous allons établir des responsabilités, nous allons poursuivre. Ça veut dire qu'en 2021, le poids des exonérations, le poids des compensations a été endigué. Conséquence, les recettes augmentent. Nous avons pris l'option, parce qu'en fait, le chef de l'État a fait de la mobilisation des recettes son cheval de bataille, le Premier ministre également, Samuel Condé. Nous avons pris l'option d'encadrer les régies. Ce qui fait que depuis l'année passée, nous avons des inspecteurs des finances au niveau de la DGI, de la DGRAC. Ces régies ont toujours souffert de problèmes d'encadrement ou c'est une trouvaille? Non, ce n'est pas une trouvaille, c'est tout simplement... Vous savez, la crainte du policier est le commencement de la sagesse. Parce qu'on se dit, avec la présence de l'IGF, la probabilité de triche est faible. C'est tout simplement ça. Et effectivement, de temps à autre, nous vérifions. Toi, tu as posé, tu es là, comment tu expliques ça? Donc, nous nous sommes dit, il ne faut pas seulement faire le contrôle a posteriori, il faut aussi faire le contrôle concomitant pour que finalement l'impact soit là. C'est la même chose en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises et établissements publics. À quoi ça sert pour nous de venir constater que, non, là, il y a eu irrégularité, on a détourné de l'argent? C'est une chose. Qu'est-ce qui est mieux? Quand on détourne cet argent, excusez, on détourne, vous constatez qu'il y a des détournements, le mieux serait
de faire une traçabilité, de récupérer l'argent, de l'affecter à autre chose ou d'envoyer les gens en prison et puis l'argent, on ne le retrouvera jamais. Vous savez, parmi les peines qui sont prévues en justice, il y a la peine de confiscation des biens. Lorsqu'on établit les responsabilités et que vous êtes condamné, les juges ont la possibilité de prononcer une peine supplémentaire, la confiscation des biens. Donc la récupération de ces fonds, se fera par le biais de la confiscation des biens au cas où il y aurait condamnation. C'est ainsi que nous nous sommes dit, ça ne sert à rien seulement de constater les détournements ex post. Il faut maintenant aussi agir en amont. C'est ainsi que nous avons posté les inspecteurs, la fameuse patrouille financière, pour que finalement ils puissent apprécier toutes les dépenses qui sont faites avant qu'elles ne soient faites. Et la conséquence, c'est que dans beaucoup d'entreprises et d'établissements publics, la trésorerie s'est significativement améliorée. On aura le temps de vérifier. Est-ce que vos hommes sont suffisamment aguerris pour accomplir leur travail? Vous avez dit que vous êtes à l'abri de moyens, vous pouvez vous déplacer, mais l'éthique, la moralité des inspecteurs, ça a toujours posé problème. C'est notre cheval de bataille. Nous, le chef de service et moi, nous ne cessons de sensibiliser les inspecteurs des finances à ce sujet. En tout cas, vous fautez. Nous ouvrons une action disciplinaire et vous êtes sanctionnés. C'est tout simple. C'est déjà arrivé depuis que vous êtes là? Il y a des cas. Il y a des cas où on a sanctionné. Mais qui vous contrôle, vous? Parce que vous voulez contrôler les autres. Contrôler la gestion des finances. La gestion, les interférences politiques. La Cour des comptes peut contrôler l'inspection générale des finances. Ce n'est pas encore arrivé? Je crois que l'année passée, si je ne me trompe pas, la Cour des comptes était passée. Vous étiez clean. Nous ne sommes pas des électros libres. L'inspection générale des finances ne constitue pas un électro libre. La redevabilité, nous n'allons pas seulement l'exiger des autres et pas nous. Nous rendons compte, la comptabilité, elle est tenue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IGF pour finalement régler ce problème de détournement, tout ce qu'on est en train de dire sur le fonds public? Sincèrement, quand vous avez réfléchi, qu'est-ce qu'il faut, quel traitement il faut à notre pays qui vit dans la corruption, comme vous l'avez défini? Il y a deux piliers sur lesquels on doit mettre l'accent. Il y a le pilier policier, le contrôle que nous sommes en train de faire, le que nous faisons pour établir les responsabilités. Mais le pays ne marche pas qu'avec l'aspect policier. Il y a l'aspect organisation du contrôle. Parmi les missions de l'inspection générale des finances, il y a l'organisation que nous avons une brigade d'audit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons aller maintenant partout. Aujourd'hui, on parle de la gestion axée sur la gestion basée sur les risques. Nous allons partout. Quels sont les objectifs qui sont assignés à telle structure? Quelles sont les activités qui sont menées? Quels sont les risques qui peuvent empêcher cette structure d'atteindre ces objectifs? Et quels sont les moyens, les contrôles qui doivent être mis en place pour que finalement les objectifs soient atteints? Donc il y a le volet cartographie des risques, rationalisation des méthodes de travail que l'inspection générale des finances est en train de faire. Donc nous allons avec le volet contrôle, l'aspect policier, mais en même temps l'aspect conseil. C'est avec les deux qu'on va aller. Parce qu'en matière de fraude, oui, il y a ce qu'on appelle le triangle de la fraude. Le triangle de la fraude, il a 3 sommets. Le premier sommet, c'est la pression. Tout le monde a besoin d'argent parce que peut-être on est sous-payé. On a la pression que les gens subissent pour chercher de l'argent. Ça, c'est le premier. Le deuxième sommet du triangle, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que la personne regarde maintenant dans les contrôles où est-ce qu'il y a une faiblesse. Dès qu'il trouve une faiblesse, il en profite pour se faire de l'argent. Et le troisième sommet, c'est la rationalisation. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation telle que la personne qui a trouvé cette opportunité trouve que c'est normal de l'avoir fait. Alors, l'action de l'inspection générale des finances, c'est au niveau de la réduction autant que possible des opportunités, que les personnes ne trouvent pas des failles dans le système afin de pouvoir détourner de l'argent. Vous êtes en train de faire le contrôle des finances publiques à travers tout le pays, dans tous les services. Êtes-vous suffisamment représenté à travers le pays? On a l'impression que vous vous concentrez à Kinshasa ou dans certaines provinces où il y a des mines et tout ça. Vous êtes attiré par l'argent. Vous savez,
Je vous cite les provinces contrôlées. Lualaba. Kinshasa, Lualaba, Okatanga, Kwango, Maniema. Au Kwango aussi? Le week-end ici, ils vont au Kwango. Ah, ils vont. Ils vont la Chopo. Ils sont partis. L'Équateur, ils sont partis. Donc, il n'y a pas... Donc, vous n'avez pas de préférence? Nous n'avons pas de préférence. Je vous ai cité les provinces que nous avons déjà contrôlées jusque-là. Très bien. Monsieur Batoubenga, on a eu des déclarations de corruption au niveau du Parlement. Pourquoi l'IGF est resté silencieux sur cette affaire? Aidez-moi à comprendre que corruption... Mais on a eu des accusations de corruption, des déclarations de certains élus. Demandez aux juristes. Vous vivez à Kinshasa. Demandez aux juristes. Mais vous pouvez vous auto-saisir parce qu'il s'agit des deniers publics. Non. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un dit sur la rue, là-bas, on a corrompu, qu'il s'agit... Est-ce que vous avez enquêté? Demandez aux juristes. Hein. S'il y a une infraction qu'il est difficile à établir, c'est la corruption. Si vous me dites qu'on a pris l'argent du trésor public, on a corrompu des gens, là au moins nous avons une piste. Nous allons dire, OK, monsieur, vous avez sorti 100 000 francs du compte du trésor. Qu'en avez-vous fait? Mais quelqu'un qui dit tout simplement comme ça qu'il y a eu corruption, mais vous pouvez quand même essayer d'enquêter pour voir la véracité. Si c'est juste des rumeurs, vous abandonnez. Non, mais des responsables évoquent des sommes d'argent pour passer d'un vote à un autre, ça ne vous intéresse pas? C'est ce que les gens pensent. Vous savez que l'Inspection générale des finances a contrôlé les finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce que ça vous le savez. Nous sommes en cours. Nous avons adressé des feuilles d'observation aux différentes... L'Inspection générale... Pour quel fait, par exemple? Vous les contrôlez au sujet de... Nous contrôlons les fonds qui ont été mis à la disposition. Monsieur le comptable public, vous avez reçu autant d'argent. Qu'en avez-vous fait? Monsieur le questeur, autant d'argent sont entrés dans le compte. Qu'en avez-vous fait? C'est ça que l'Inspection générale des finances est allée faire au Parlement. Donc, nous ne l'avons pas fait parce qu'on a dit qu'il y a eu corruption ou pas. Mais nous nous sommes dit, allez contrôler les finances, les fonds qui ont été mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Inspection générale des finances est là-dessus. Nous n'y sommes pas allés parce qu'on a crié à gauche, à droite qu'il y avait corruption. Monsieur Batoubenga, merci pour ces précisions. Alors, pour terminer, est-ce que vous vous sentez en danger avec ce travail que vous faites? Bon, ça c'est vrai. Quand vous heurtez les intérêts des uns et des autres, vous prenez des dispositions pour ne pas être n'importe où. Premièrement, d'abord, quand nous organisons des missions, ne fût-ce que pour la sécurité des inspecteurs, lorsqu'ils font des observations dans un établissement ou un établissement, si la mission doit poursuivre, on permute l'équipe. Donc nous sommes conscients que nous heurtons beaucoup d'intérêts. Et nous prenons des dispositions pour notre sécurité. Avez-vous déjà été tenté ou approché par des gens pour vous soudoyer? Mais le chef de l'inspecteur général des finances, chef de service, vous a donné l'exemple de quand on a contrôlé les fonds de l'EPST, il y a eu de l'argent qu'on lui a amené dans le bureau. Et vous particulièrement? Pas encore. Pas encore? Non. Vous êtes prêt à résister? Vous savez, les déclarations de bonnes intentions, tout le monde peut en faire. Mettez-moi à l'épreuve, vous saurez si oui ou non je suis capable d'y résister. Mais en tout cas, je sais qu'en tout cas, je ne succomberai pas. Qu'est-ce qui est difficile à faire dans votre travail de tous les jours? Vous gérez des dossiers importants de l'argent des contribuables et vous devez donner votre ultime conviction. Vous jouez sur quelle corde? Ce sont les faits qui parlent. Parce que lorsque vous établissez la responsabilité de quelqu'un, il faut le documenter, il faut le prouver. Il ne faut pas établir des responsabilités, dire « moi je pense que ». Il faut que, lorsque vous établissez « monsieur, vous avez posé tel acte, vous avez signé tel document, vous avez retiré de l'argent à telle date », il faut que ce soit des faits précis, documentés, qui assoient votre intime conviction. Parce que lorsque le dossier est transmis au parquet, l'officier du ministère public n'est pas lié par l'avis de l'OPJ. Hein. Il peut demander à l'OPJ d'expliquer pourquoi il est arrivé à cette conclusion-là. Et il faut prendre des dispositions pour que les conclusions auxquelles on arrive, et tous les inspecteurs le savent, soient des conclusions béton, qui soient difficilement
ébranlable. Si vous vous êtes trompé au sujet d'un responsable, qu'est-ce que vous faites? Lorsqu'on fait des observations, lorsque la réponse est convaincante, on la laisse tomber. C'est fréquent dans l'émission. Vous pouvez donner un exemple? C'est fréquent que je donne... Oui, d'une affaire qu'on a vite classée parce que les GFC... Non, on ne peut pas dire, non, se tromper complètement sur une affaire, non. Lorsqu'on formule des observations, les observations qu'on retient sont des observations définitives. Mais dans l'ensemble des observations, il est arrivé plusieurs fois. Vous avez donné tel élément et puis il a apporté des justificatifs. D'éléments, il y a eu... lorsque vous retirez de l'argent pour approvisionner en banque pour la caisse, il faut qu'en banque, on trouve les traces et en caisse, on trouve. Il y a eu des cas où on a dit non, monsieur, on ne retrouve pas les traces en livre de caisse. Le monsieur a produit des éléments qui ont montré qu'effectivement, l'argent est entré en caisse. On a laissé tomber l'observation. Quels sont vos rapports avec la justice? Nous sommes des officiers de police judiciaire, ça veut dire des auxiliaires de la justice. Nous dépendons de l'officier du ministère public. Nous sommes des auxiliaires de justice. En tant qu'inspecteur des finances, on est des officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Donc, nous obéissons à l'officier du ministère public, celui qui nous instruit. Et lorsque lui nous instruit, nous obéissons. Ce n'est pas à vous de procéder aux arrestations. Non, l'inspection générale des finances peut faire arrêter. Mais ce n'est pas l'inspection générale qui arrête. Lorsque nous allons en mission, nous constatons qu'il y a risque que le monsieur puisse disparaître dans la nature. On le fait arrêter. Lorsque les intérêts du Trésor sont en péril, ce n'est pas nous qui... On demande à la justice de pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça vous fait, pour terminer, que quelqu'un sur qui vous menez des enquêtes se met à vous mettre en accusation ou est en train de faire des déclarations, vous répondre à travers les médias? Vous aussi, vous livrez la guerre à travers les médias. C'est ce qu'on vit maintenant. Bon, c'est si ces personnes-là ne réagissent pas qui surprendraient. Comme je l'ai dit, nous ne citons pas personne. Nous ne citons personne. Vérifiez bien tous les rapports qui ont été rendus publics. Il n'y a pas un seul nom qui a été... Mais si quelqu'un s'en prend à un individu, ça passe. Mais si on s'en prend à l'inspection générale des finances en tant que service, là, c'est tout à fait normal qu'on règle. Parce qu'il en va de la réputation de l'inspection générale. Qu'on puisse me critiquer, moi, en tant qu'individu, ça passe, je laisse passer. Mais si on s'en prend à l'inspection générale en tant que service, là, il est de notre devoir de réagir. Merci, Monsieur Victor Batoubenga Mpandamadi. C'est bien cela, inspecteur général des finances, chef de service adjoint. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. À vous qui nous avez suivis, merci de votre fidèle attention. À très vite pour un nouveau numéro.